Elle devait se tenir au mois de juin, mais a finalement été reportée d'un mois. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre à New York la conférence internationale sur l'avenir de l'État palestinien au siège des Nations Unies. Un État palestinien, mais avec une société anéantie à Gaza, bien au-delà des combattants du Hamas. Un territoire soit en ruine, soit totalement morcelé, comme il l'est aujourd'hui en Cisjordanie. Alors de quoi parle-t-on quand on invoque un État palestinien aujourd'hui, et une telle reconnaissance diplomatique peut-elle arrêter le massacre? Bonjour Insa Frezzaghi. Bonjour Julie Gacon. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit international de l'université Paris-Cité, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient, et vous êtes membre du collectif de recherche Ya'ani. Alors vous étudiez très précisément le recours au multilatéralisme comme stratégie de reconnaissance et d'existence d'un État de Palestine. Est-ce que vous avez été sollicité en amont de cette conférence internationale qui s'ouvre aujourd'hui? Oui, comme beaucoup de collègues chercheurs qui travaillent sur la région depuis un certain nombre d'années, on a été sollicités à la fois plutôt par les ministères concernés par la question, mais à chaque fois finalement avec un peu la même déception, c'est-à-dire que on évoque ce que peut être une reconnaissance d'un État de Palestine, de quel État de Palestine on parle dans un contexte de guerre, d'anéantissement, à la fois à Gaza mais aussi en Cisjordanie, et peut-être qu'on y reviendra, et le sentiment de ne pas être écouté quand on dit qu'il faut aller au-delà de la reconnaissance, que dans le contexte actuel, Israël va empêcher de toute façon toute possibilité d'établissement d'un État palestinien. Ils ont voté, la Knesset, le Parlement israélien a voté ce 23 juillet un texte, alors qui n'est pas contraignant, mais qui est transpartisan, donc qui dit quelque chose du niveau politique en Israël, dans lequel ils disent très clairement qu'ils entraveront toute possibilité d'établissement d'un État de Palestine, et que ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, ce qui est donc la Cisjordanie, revient naturellement au peuple juif. Ça, c'est le texte qui a été adopté, et c'est le deuxième texte adopté en un an par le Parlement israélien. Donc adopté par 11 voix pour et 13 contre. Le ministre de l'économie, Nir Barkat, préconise depuis quelques semaines, à la place d'un État de Palestine, un modèle d'émirat pour les Palestiniens cisjordaniens. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par là, et peut-être que vous pouvez nous éclairer, mais surtout, est-ce que les Nations Unies croient vraiment que des discussions bilatérales sont possibles aujourd'hui entre Israël et l'autorité palestinienne, puisqu'elle, pour l'instant, c'est à elle que ceux qui disent vouloir reconnaître un État de Palestine envisagent de confier cette administration? Non, et j'ai envie de vous dire, de toute façon, dans le contexte actuel où on a un tel déséquilibre entre une puissance occupante qui contrôle l'intégralité du territoire palestinien historique, sur lequel aujourd'hui les autorités militaires israéliennes sont présentes partout, que ce soit à travers des barrages, des contrôles, l'encerclement des villes palestiniennes, à travers ce qui se passe en ce moment à Gaza, etc. Pas l'intégralité de la Cisjordanie, mais 85 points de barrages au moins, d'après l'ONU. Il y a plus de 600 checkpoints et barrages militaires qui quadrillent la Cisjordanie. En revanche, ce qu'on appelle la séparation qui avait été actée par les accords d'Oslo dans les années 90, avec une zone A, donc qui est 20% de la Cisjordanie, qui était censée être sous contrôle de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas le cas. Oui, 850 barrières, pardon, voilà, pas 85. Quand vous allez dans les grandes villes censées être sous contrôle de l'autorité palestinienne, en fait, vous voyez des jeeps de l'armée israélienne entrer dans la ville. Elles ont installé depuis le 7 octobre ce qu'on appelle là-bas des portes oranges, qui permettent de fermer à tout moment l'entrée ou la sortie des villes en voiture, etc. Donc en fait, dans les faits, l'autorité israélienne contrôle l'intégralité de ce territoire. Et je ne vois pas... Et puis c'est un principe important qu'on peut rappeler en droit international, c'est que l'autodétermination d'un peuple colonisé, ici le peuple palestinien, ne doit jamais dépendre de la volonté de la puissance occupante. Donc ce n'est pas sur la base de négociations qu'on doit décider de ce que doit être l'État palestinien aujourd'hui. Alors, en Cisjordanie, l'armée israélienne a déplacé plus de 40 000 Palestiniens aussi ces dernières semaines pour mener à bien son opération Mur de Fer dans 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie. En Israël même, plusieurs médias aujourd'hui, à Haaretz ou Plus 972, disent que le gouvernement d'extrême droite veut rendre impossible le retour de ces Palestiniens et provoquer un déplacement permanent. Alors, cette conférence qui se tient aujourd'hui à New York, elle a perdu en envergure. Les chefs d'État, finalement, ne seront pas présents. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman n'y sera pas. Emmanuel Macron non plus, qui va par ailleurs attendre le mois de septembre pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire dès aujourd'hui? Est-ce que c'est si technique et fastidieux que ça de reconnaître un État? Rien n'empêche aujourd'hui le président de la République, parce que c'est le seul à pouvoir décider aujourd'hui de reconnaître un État de Palestine. Il suffit qu'il le dise publiquement et ça fera acte de reconnaissance. Deux choses. D'abord, je pense que, et ça c'est le fruit de mes travaux de recherche, la France reconnaît déjà l'État de Palestine dans les faits. Parce qu'il y a plusieurs manières de reconnaître un État et ça peut être implicite. Or, la France entretient aujourd'hui des relations bilatérales très importantes avec l'autorité palestinienne, qu'elle considère finalement comme gouvernement.
légitime de la Palestine. Il y a une mission de la Palestine en France. La personne qui la représente a le rang d'ambassadrice. Aujourd'hui en France, on a des accords économiques, politiques, diplomatiques avec eux. On a un consulat de France qui est basé à Jérusalem. Aux Nations Unies, on vote systématiquement en faveur de l'admission de l'État de Palestine à chaque fois. Encore récemment, en mai 2024, lorsque l'Assemblée générale s'est prononcée sur l'admission de l'État de Palestine, la France a voté en faveur de son admission. Donc dans les faits, cette reconnaissance-là ne va pas changer grand-chose. Et je pense que Macron en est bien conscient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reporte à chaque fois l'annonce d'une telle reconnaissance. Mélanie Kuzelevic disait dans son journal que Recep Tayyip Erdogan a appelé hier Emmanuel Macron pour le féliciter de cette annonce de future reconnaissance qui n'en est pour l'instant pas une officiellement. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït aussi ont salué cette décision, mais d'autres États ont émis des réserves. L'Allemagne, par exemple, déclare qu'elle n'envisage pas de reconnaître un État palestinien à court terme. Keir Starmer au Royaume-Uni a dénoncé les exactions d'Israël tout en disant que les conditions n'étaient pas encore réunies pour que le pays reconnaisse la Palestine. Est-ce que la France peut, dans son sillage, entraîner d'autres États ? Je ne sais pas si elle est en capacité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est devenue inaudible au Moyen-Orient, la France, parce qu'elle est sur un double discours en permanence qui est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, elle annonce vouloir reconnaître l'État de Palestine, elle demande un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, etc. Mais à contrario, elle ne se met pas en accord avec toutes ses obligations internationales. Par exemple, elle a permis à l'avion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de survoler l'espace aérien français à plusieurs reprises, alors que le Premier ministre israélien fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, cour à laquelle la France est un État membre actif aujourd'hui. Sauf que dans les faits, donc, on empêche l'arrestation d'un fugitif aux yeux de la Cour pénale internationale. Pareil, la Cour internationale de justice, l'autre grande juridiction internationale, a adopté 3 ordonnances dans le contexte de la guerre à Gaza et elle impose un certain nombre d'obligations juridiques à tous les États de la planète. Or, aujourd'hui, la France n'est pas en capacité, ne fait pas en tout cas ce qu'il faut pour se mettre en accord avec ces ordonnances de la Cour internationale de justice. Et donc ce double discours aujourd'hui, entre d'un côté cette volonté de reconnaître un État de Palestine et quel État de Palestine, et d'un autre côté notre incapacité à respecter le droit international, fait que la France ne porte plus aujourd'hui dans la région. Et par ailleurs, la légitimité de l'autorité palestinienne est remise en cause en Palestine même et auprès de certains pays arabes. Alors la France aujourd'hui dit que la priorité n'est pas la reconnaissance de l'État de Palestine, mais de rétablir la paix, de rétablir l'aide humanitaire, la libération des otages. Mais est-ce que les acteurs diplomatiques qui s'activent aujourd'hui ont la moindre prise sur la situation, sur le terrain ? Oui, c'est intéressant parce qu'à chaque fois on dit tout se joue finalement à Washington, sauf que quand on regarde un certain nombre de faits, on se rend compte qu'en fait beaucoup de choses se jouent au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le premier partenaire économique de l'État israélien aujourd'hui. On commerce, on a un accord d'association aujourd'hui qui est toujours en vigueur. D'ailleurs, l'Union européenne a refusé de le suspendre, cet accord, le 16 juillet dernier, en disant qu'elle avait obtenu les garanties suffisantes de la part d'Israël. Mais quelle garantie quand on voit aujourd'hui l'état de la famine, de la malnutrition, des bombardements dans la bande de Gaza. Au niveau bilatéral, pareil, la France a un certain nombre de partenariats économiques, politiques, etc. avec Israël. Et à aucun moment, il n'a été question d'adopter des sanctions au niveau européen ou au niveau de la France contre Israël pour lui demander de respecter le droit international et à minima de faire passer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Donc il y a aussi cette question-là aujourd'hui de se poser la question, est-ce que la reconnaissance va faire cesser la guerre aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'il faut passer un cap et aller sur le chemin des sanctions ? C'est ce qu'on réclame depuis plus de 20 mois maintenant. Et quand on voit le niveau de destruction à Gaza, on est en droit aussi de s'interroger sur la responsabilité juridique que la France peut engager quand elle n'adopte pas ces sanctions-là. D'autant qu'Israël n'est absolument pas, vous le disiez aujourd'hui, favorable à la création d'un État de Palestine. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, en visite en Cisjordanie, a dit et martelé il y a quelques semaines, nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain. Il a régularisé récemment une douzaine de colonies sauvages et annoncé la création de nouvelles. Parmi les hypothèses qu'on évoquait en juin, quand cette conférence de l'ONU devait se tenir à la fin juin, on disait que l'une des conditions serait que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël. Mais une des conditions à quoi et pourquoi celle-ci ?
C'était l'une des positions effectivement de la France, cette question de la normalisation. Ce qui est assez aberrant, c'est qu'en fait, encore une fois, à chaque fois, on va conditionner le droit à l'autodétermination d'un peuple colonisé à des conditions politiques, régionales, de normalisation, il faut discuter avec Israël, il faut que la puissance occupante ait son mot à dire, etc. Et dans les faits, à force de poser un certain nombre de conditions impossibles à atteindre, Israël continue d'avancer dans l'annexion de l'intégralité du territoire palestinien, avec aujourd'hui plus de 800 000 colons partout dans le territoire, avec un contrôle des ressources naturelles, un contrôle des frontières palestiniennes, un contrôle de la vie des Palestiniens aujourd'hui, de l'état civil des Palestiniens, avec une bande de Gaza qui est complètement rasée et détruite et anéantie, et une Cisjordanie aujourd'hui qui est complètement asphyxiée économiquement par Israël. Donc plus on perd du temps à imposer des conditions qu'on ne peut pas atteindre et qui, d'un point de vue du droit international, d'ailleurs, n'ont aucun sens et aucune place dans cette discussion-là de la reconnaissance, plus on permet à Israël, en parallèle, de continuer à avancer et à développer son projet d'annexion totale et d'anéantissement du peuple palestinien. Mais si aujourd'hui la question est de reconnaître un État de Palestine pour, à terme, remettre sur la table la solution à deux États, qui par ailleurs avait perdu en légitimité ces dernières années au profit plutôt de l'idée d'un État binational où coexisteraient juifs et musulmans et arabes. Le ministre, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères rappelle que plusieurs États musulmans ou arabes, ou les deux, ne reconnaissent pas l'État d'Israël. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas du Yémen ou de l'Algérie. Or, si on parle d'une solution à deux États, est-ce qu'on peut imaginer que ces États aient avancé sur cette question? La reconnaissance, c'est un acte souverain de chaque État. Donc, en fait, on ne peut pas dire « je reconnais la Palestine » si vous, en face, vous reconnaissez Israël, et si puis vous reconnaissez la Palestine. Et puis, en fait, c'est un acte souverain. La reconnaissance, ça veut dire qu'un État décide de constater que l'autre État en face remplit les critères traditionnels du droit international, une population, un gouvernement, un territoire, et il veut entrer en relation avec cet État. Tout ce qu'il y a autour, ça ne concerne pas la reconnaissance. Merci beaucoup, Insa Frezagui, d'avoir été avec nous. Vous êtes docteur en droit international de l'Université Paris-Cité et membre du collectif Ya'ani, avec 2 A. Merci d'avoir été avec nous. Merci.